Hello Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit bilan du mois parce qu'on est à la fin du mois d'août. La rentrée arrive à grands pas et oui, je sais que beaucoup d'entre vous sont saoulés. Moi personnellement, ça me fait juste penser au fait que bientôt on est en automne, on va pouvoir remettre des plaids, boire des chocolats chauds, tout ça en regardant Harry Potter. Donc bon, en vrai, ça va. Et du coup, pour ce petit bilan, je vais pouvoir vous présenter une quinzaine de livres parce que j'ai pas mal lu ce mois-ci. Je suis très contente parce que pour la première fois, il va aussi y avoir des webtoons dans ce bilan parce que j'ai commencé à lire des webtoons. Je vous les présenterai à la fin de la vidéo pour le coup. On va d'abord commencer par les romans. Mais en tout cas, j'ai bien lu et je suis contente. Après, attention les amis, il n'y a pas de compétition sur la lecture. Si vous avez lu un livre, c'est très bien. Si vous n'avez pas réussi à lire, c'est pas grave. Si vous en avez lu 25, 30, 40, c'est aussi très bien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais nombre, ni de bonne ou de mauvaise situation, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Voilà, donc je voulais juste mettre ça au point avant. Moi j'ai beaucoup lu parce que j'ai eu pas mal de temps, parce que j'étais en vacances sur le mois d'août, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc ce n'est pas une compétition. Avant de commencer aussi, il y a pas mal de livres qui vont être destinés à un public plutôt adulte. Je vous mettrai toujours un petit TW pour vous dire d'aller vérifier les TW avant de lire parce qu'il y en a, et également l'âge à partir duquel je recommande le livre. Pour la plupart, ce sera plus de 18, mais il y a quand même quelques petits livres young adultes aussi qui se sont glissés dans cette sélection du mois. Je vous mettrai aussi également pour tous les livres, si c'est un one-shot ou un tome ou une saga, etc. Je vous mettrai également le nombre de pages, la maison d'édition, peut-être le prix, si j'arrive à bien tout mettre en place. Et voilà, je pense qu'on est parti. Si vous avez des questions sur les livres ou si vous voulez en parler en commentaire aussi, n'hésitez pas, au contraire, on adore ça ici. Donc j'espère justement qu'on aura lu certains livres en commun et qu'on pourra papoter derrière. Alors du coup, ce mois d'août, je l'ai commencé avec une dark romance slash romance sombre et il s'agit de Fallen Angel, qui est juste ici, de Camille Créati aux éditions BMR. C'est donc, je le disais, une dark romance slash romance sombre, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas vraiment une dark romance. Ok, l'univers est assez sombre, ça reste plus de 18. Il y a pas mal de violence, pas mal d'insultes, etc. Mais j'ai pas non plus trouvé qu'il y avait un rapport malsain. Voilà, entre les deux protas, je trouve qu'ils sont juste toxiques. Mais bon, ça c'est souvent le cas dans les romances, mais bon bref. Et voilà, donc je voulais juste parler de ça avant. Par contre, ça reste effectivement un livre à destination d'un public averti, avec pas mal de TW, pas mal de violence, pas mal de scènes un petit peu compliquées. Donc faites bien attention à vous et lisez les TW avant, si possible. On va peut-être se faire un petit résumé avant que je vous donne mon avis. Et du coup, dans ce livre, on va suivre Erato, qui est la fille d'un baron de la mafia californienne. Et en fait, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas vu son père, elle n'a plus vraiment de relation avec lui, parce que pour soi-disant la protéger et protéger sa mère, il leur a dit de déménager très loin. Ça fait des années qu'elle ne l'a pas vu, elle n'a pas de relation avec lui, et elle se porte plutôt bien, justement, malgré la situation. En fait, elle ne veut pas avoir de lien avec son père, parce que elle lui en veut de les avoir abandonnés pour la mafia, pour l'argent, pour les belles choses, etc. Un jour, malheureusement pour elle, elle va commencer à être menacée. Et donc son père, en l'apprenant, va lui demander de venir habiter en Californie avec lui pour pouvoir la mettre sous protection rapprochée parce qu'il ne veut pas que quelque chose lui arrive. Du coup, elle va se retrouver à devoir cohabiter avec Kaz, qui sera son garde du corps, qui est un gros grumpy, mais bon, on adore les grumpy par ici. Ils vont donc devoir collaborer, il va être plutôt désagréable, et en même temps, elle aussi, il va y avoir pas mal de piques de l'un et de l'autre jusqu'à ce qu'ils se rapprochent potentiellement, mais bon ça, je vous laisserai lire le livre pour le deviner. Maintenant qu'on a fait un petit tour côté résumé, je vais vous donner mon avis. Moi j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très bonne lecture, franchement très simple. En plus c'est un one-shot de moins de 400 pages, donc c'est quelque chose qui se lit très vite. En plus, la plume est très fluide, on va pas se mentir, elle est très simple, pas particulièrement poétique, mais en même temps, elle va droit au but, et des fois, c'est très cool, surtout dans une dark romance. Il y a eu un petit peu de vulgarité, notamment côté écriture, mais c'est pas dérangeant parce que ça rentre plutôt bien dans l'univers. Pour ce qui est par contre de l'intrigue, j'ai été un petit peu déçue, parce que ça reste quand même assez cliché niveau intrigue de mafia, etc. Et c'est quand même sympa, ça se lit bien. C'est pas la dark romance de l'année, mais pour ceux qui souhaitent commencer ce genre littéraire, je pense que c'est à peu près un bon entre-deux dans le sens où c'est quand même rapide à lire, les personnages sont plutôt cool, l'univers est bien décrit, sans pour autant que ce soit trop compliqué, trop poussé et que les TW soient trop violents. Voilà pour le premier livre du mois. Ensuite, j'avais enchaîné avec un roman contemporain. Il s'agit de Luna de Serena Giuliano, qui est une autrice que j'adore. Elle est italienne et pourtant elle habite en France, elle écrit en français, mais du coup tous ses livres se passent en Italie et celui-ci se passe à Naples. On va y suivre Luna, qui est une jeune femme qui a déménagé il y a longtemps pour aller habiter à Milan, parce que à Naples, elle a vécu des histoires de famille qui ne sont pas très sympas et elle avait vraiment voulu oublier ça et le laisser derrière elle. Sauf qu'un jour, elle va devoir retourner à Naples parce que son père, avec qui elle n'avait pas beaucoup de liens depuis des années, un petit peu comme Erato dans Fallen Angel d'ailleurs,
va tomber malade, donc elle va devoir aller à son chevet à l'hôpital. Chose qu'elle va faire un petit peu à reculons parce qu'elle déteste Naples. Elle a vraiment un problème avec cette ville dans laquelle elle a vécu trop de choses traumatiques. Ça la saoule de venir et en même temps c'est un petit peu son devoir, comme elle le dit, de prendre soin de son père. Donc elle va y aller et en fait à travers du coup cette revisite de la ville qu'il l'a vue grandir, dans laquelle elle a vécu tant de choses dures et traumatiques, elle va en fait se redécouvrir et redécouvrir un petit peu les rues qu'elle a arpentées quand elle était plus jeune, etc. Redécouvrir des personnes avec qui elle a grandi. Et en fait, elle va vraiment vivre tout un périple un petit peu d'introspection et c'est vraiment très très beau, très poétique. J'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi, comme tous les livres de Serena Giuliano d'ailleurs. Si vous ne la connaissez pas ou que vous n'êtes pas ultra habitué aux romans contemporains, je vous la conseille. Ils sont très très simples à lire. Pour la plupart, ils sont quand même très courts, toujours en dessous de 300 pages à peu près. La plume est fluide et vraiment c'est toujours d'une grande poésie et d'une très belle douceur, malgré des fois des petites blagues un petit peu vulgaires, etc. Mais bon, on adore. Et aussi, ce que j'aime beaucoup avec Serena Giuliano, c'est qu'il y a toujours des petits à côté, des petits bonus. Et dans celui-ci, c'est une liste de monuments à visiter si vous allez à Naples, et aussi une petite liste de petites phrases en italien un petit peu marrantes. Donc je vous le conseille amplement si vous aimez l'Italie et que vous aimez les histoires un petit peu d'introspection. Je pense qu'il est fait pour vous. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu au mois d'août, c'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe. Ça faisait très longtemps que je voulais le lire d'ailleurs, j'avais vu énormément de bonnes revues à ce sujet et j'avais voulu laisser un petit peu le temps passer et aussi j'avais voulu l'acheter uniquement en occasion parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, je n'achète pas de relié. Voilà, c'est un petit principe, mais je l'ai trouvé d'occasion à 17 € et quelques chez Gilbert Joseph, que je vous conseille d'ailleurs. Pour ceux qui cherchent de l'occasion mais qui aiment voir l'objet avant de l'acheter, les Gilbert Joseph, si vous en avez à côté de chez vous, ce sont des pépites. Et du coup, revenons-en au livre, c'est donc une romantaisie en one shot pour le coup, de combien de pages? De moins de 400 pages aussi. On va d'abord se faire un petit résumé. Dans ce livre, on va suivre Alba, qui est une jeune femme un peu froide, très forte, mais du coup qui a vraiment une sorte de coquille autour d'elle et qui est en fait en charge d'un archipel dans un monde post-apocalyptique dans lequel les eaux ont monté, il n'y a plus beaucoup de terres habitables, beaucoup d'humains sont partis sur d'autres planètes et le peu d'humains qui restent du coup sur la Terre ont beaucoup de mal à survivre, notamment côté alimentation parce qu'ils ont du mal à faire pousser des choses, sauf justement sur l'archipel d'Alba, qu'elle gère en fait d'une main de maître. Sauf que le problème est que ça va attirer la jalousie d'autres archipels qui vont un petit peu fomenter des rébellions, etc. Et envoyer un émissaire pour venir voir sur cet archipel comment ça fonctionne, comment Alba fait pour que ça fonctionne aussi bien chez elle, etc. Il va venir un petit peu du coup en tant qu'espion et les deux vont se friter, ils vont pas se supporter, on va pas se mentir, mais bon, comme c'est de la romantaisie, vous vous en doutez, il va y avoir de la proximité forcée, un espèce de rivals to lovers, parce que c'est pas vraiment un ennemi to lovers, mais bon, un petit peu, mais pas trop, etc. Il y a un beau slow burn et surtout, j'ai trouvé que c'était extrêmement poétique, très très doux. Après, c'est un côté positif et d'un autre côté, moi, ça a été le petit souci que j'ai eu avec ce livre, c'est que c'est quand même très lent, la plume est très douce et belle, mais du coup très contemplative, beaucoup dans le détail. Je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît énormément. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire de base, donc ça m'a un petit peu brusqué dans le début de ma lecture, mais à partir de la moitié, je n'ai fait qu'enchaîner. J'ai vraiment adoré. Ça a été un petit coup de cœur. Pas un gros coup de cœur, mais un petit coup de cœur quand même. Et je le conseille à toutes les personnes qui aiment les plumes poétiques et douces. Je suis sûre que vous allez adorer. Ensuite, j'ai enchaîné avec une autre dark romance que j'ai adorée et il s'agit du coup de Le Serpent et la Mule de Marina Hemmel aux éditions Plume du Web. Ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, je vous le dis, je pose ça là. J'ai vraiment adoré. Attention au trigger warning, il y en a beaucoup. C'est pour un public averti, tout simplement. De toute façon, c'est sur la dark romance en général, c'est quand même plus de 18 ans, mais bon voilà. Et j'ai beaucoup aimé. L'histoire prend place au Brésil, avec du coup Camila, qui vit dans les favelas et dont le père a été tué à cause des cartels dans lesquels il travaillait, dans lesquels il était impliqué, et il s'est fait assassiner. Et depuis, elle vit toujours du coup dans la favela avec sa mère et son petit frère, qui commence malheureusement à aller travailler pour des cartels. Il leur arrive que des trucs horribles. Un jour, il se fait avoir, il perd de l'argent du cartel, etc. En tout cas, le serpent, qui est donc le boss du cartel, va le menacer de mort et Camilla va décider de se porter volontaire pour devenir sa mule en échange de la vie de son frère. Je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, du coup, elle va entrer dans le cartel, il va y avoir de la proximité forcée, une sorte de domination, bien évidemment, un côté sacrifice, un côté chantage, etc.
J'ai vraiment beaucoup aimé. Tout d'abord, je trouve que la plume est excellente pour une dark romance, et notamment une dark romance plume du web. Vraiment, c'était beau, c'était poétique, c'était bien écrit. J'ai trouvé ça bien amené sur beaucoup de trigger warning. C'est pas... Enfin, il y a certains sujets qui sont difficiles, qui sont pas traités de manière cliché, comme on l'a dans d'autres dark romances. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi trouvé que la tension entre les personnages était top. Vraiment, ça j'ai adoré, malgré un petit peu de vulgarité sur certains discours. Mais bon, ça, encore une fois, on est sur de la dark romance style mafia, donc forcément, en général, on a un peu du mal à ne pas en trouver. Mais bon, voilà. J'ai aussi adoré l'intrigue. Franchement, il y avait énormément de plot twists. J'ai crié une ou deux fois, je pense, en le lisant, parce que j'étais ultra étonnée et vraiment, à chaque page qui se tourne, on a envie de savoir la suite. Il y a un rythme qui est dingue, etc. J'ai adoré. Voilà, je vous le dis, j'ai adoré. Je pense que de toute façon, niveau post-it, vous allez le voir, il y a quand même beaucoup de post-it. Et en général, c'est plutôt beau signe de mon côté. Donc voilà, pour ceux qui aiment les dark romances avec quand même une intrigue de fond et une plume poétique plutôt bien travaillée, je vous le conseille, c'est vraiment une petite pépite. Ensuite, j'ai enchaîné avec The Kiss of Deception, qui est donc le premier tome de The Remnant Chronicles, qui est une trilogie. Je l'ai lu en anglais, donc je ne connais pas l'édition, mais je vais essayer de la rechercher et de vous la mettre quelque part. Par là, voilà. Pour le coup, on est sur une romantésie un tout petit peu fantastique. Il n'y a pas beaucoup de magie, etc. non plus. Malheureusement, ça a été une petite déception. Donc je vais quand même d'abord vous faire le résumé et après je vous donne mon avis. On va suivre ici Lia, qui est une jeune princesse qui est censée se marier avec le prince d'un autre royaume, d'un royaume ami, avec lequel ses parents aimeraient conclure un pacte. Sauf que Lia n'est pas très d'accord avec ça, elle est un petit peu rebelle, et elle aimerait du coup fuir cette situation, et c'est ce qu'elle va décider de faire le matin des noces. Elle va donc décider de s'enfuir avec son amie et femme de chambre dans un petit village très loin de la royauté pour se recréer une vie, en fait, tout simplement là-bas. Elle va réussir à trouver un poste en tant que serveuse et essayer de se reconstruire du coup en tant que petite femme du peuple. Ce qu'elle va adorer parce qu'elle, elle est pas du tout royauté, etc. Elle s'en fiche un petit peu. Et elle veut juste une vie simple en fait. Jusqu'au jour où, dans ce petit village, elle va croiser deux hommes un petit peu bizarres. Que ce qu'elle ne sait pas, c'est que ces deux hommes ne se connaissaient pas avant de traîner ensemble et qu'en fait, ils sont tout simplement un assassin qui est là pour la tuer et le prince qu'elle était censée épouser. Donc, je vais pas vous en dire plus côté résumé. Moi, personnellement, ça m'avait donné énormément envie parce que je trouvais que c'était trop cool comme idée. Avec ce truc un petit peu triangle amoureux, eux deux savent qui elle est, mais elle ne le sait pas, etc. Vraiment, ça m'avait beaucoup intriguée. Et malheureusement, j'ai été extrêmement déçue de ce premier tome. Je pense que je ne lirai pas la suite, mais en gros, pour vous expliquer, je trouve que c'est trop lent. C'est-à-dire que là, le résumé que je viens de vous donner, il est jusqu'à à peu près ça. Voilà, avant qu'on ait quelque chose qui n'est pas dans le résumé. Et c'est trop. Voilà. Moi, j'ai besoin de rythme, j'ai besoin qu'il y ait une intrigue, j'ai besoin que ça s'enchaîne, qu'il se passe des choses. Et là, malheureusement, j'ai trouvé qu'on était trop sur la psychologie de personnage. Il y avait vraiment beaucoup trop de longueur, notamment sur les détails qui n'étaient pas importants pour moi, côté world building ou tout simplement côté description. Et ça m'a saoulée en fait. Voilà, je vais être très honnête, ça m'a saoulée parce que j'avais beaucoup d'attentes pour ce livre au point que j'ai acheté déjà les deux tomes suivants. Je pense que je vais les revendre. Ça n'a pas été à la hauteur pour moi. Après, je sais que beaucoup de personnes m'ont dit accroche-toi, le tome 2 est meilleur. Mais bon, j'ai trop de livres comme vous pouvez le voir à lire pour essayer de m'accrocher sur un livre sur lequel j'ai pas... Je vais pas lire la suite malheureusement. Voilà, je sais même pas quoi vous dire de plus parce que bah, c'est une déception. Donc je suis un peu triste quand même. Mais bon, je sais que certains l'ont aimé. Hein. Donc allez quand même vous renseigner. Mais moi en tout cas, ça l'a pas fait. Ensuite, j'ai encore enchaîné avec une petite déception et il s'agit de Les Dessous de la Chambre Noire, qui est donc la suite de Nympher et la Chambre Rouge que j'avais adoré. On est pour le coup sur de la new romance, toujours plus de 18 ans. Et pour le coup, j'avais adoré le premier tome parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'intrigues, beaucoup de rythme, etc. Plusieurs plot twists, et j'avais adoré. Et ça, je l'ai pas retrouvé dans ce nouveau tome. Je vais pas vous faire de résumé pour le coup, je vous laisserai aller voir le résumé du tome 1 plutôt parce que j'aurais trop peur de vous spoil. Tout ce que je peux dire, c'est que le traitement de la sensualité, de la sexualité, etc. est toujours aussi bien traité que dans le tome 1. Je trouve également qu'il y a quelque chose de très intéressant dans celui-ci qui est la diversité des personnages, notamment au niveau orientation sexuelle et balance de féminité, virilité chez l'homme et chez la femme, parce qu'on est sur une trope de proximité forcée, soit, mais surtout de garde du corps, et ce n'est pas un homme, le garde du corps cette fois, c'est une femme. Et j'ai trouvé ça très très chouette de le voir dans ce sens-là. Tout l'aspect genre orientation sexuelle,
vraiment introspection en tant que personne. Je trouve que c'est très bien traité et c'est assez rafraîchissant d'avoir enfin des personnages qui représentent un petit peu plus que juste je suis une femme et j'ai besoin d'un garde du corps, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome pour ça. Par contre, côté intrigue, je me suis vraiment ennuyée. C'était pas du tout au niveau du tome 1 et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup déçue. Donc bon, voilà. Je suis contente de l'avoir lu, mais s'il y a un tome 3, je le lirai pas. Voilà, je vous le dis très sincèrement. Ensuite, j'ai retrouvé ma star, Anna Wang, qui a écrit donc la saga Twisted, qui est juste là, mais vous allez pas la voir ici. La saga Twisted qui est juste là. Et du coup, je l'ai retrouvée avec King of Wrath, qui est le premier tome de Kings of Sin, qui est une autre saga qu'elle a écrit, un petit peu dans le même genre pour le coup, on est encore sur des tomes compagnons, c'est-à-dire que c'est pas des tomes qui se suivent, mais c'est des tomes avec certains personnages en commun. Et d'ailleurs, dans celui-ci, on va suivre Dante, qui est déjà présent dans Twisted Lies ici. C'est de la new romance, donc plus de 18 aussi, il y a pas mal de scènes de smut, donc si vous aimez pas le smut, n'y allez pas sur le Anna Wang, que ce soit celui-là ou tous les autres d'ailleurs. Et celui-ci, on va suivre du coup Dante, qui est un homme d'affaires multimilliardaire, etc., très froid et qui est très puissant, mais ça lui a un peu monté la tête, qui malheureusement va devoir se marier avec Viviane, qui est une jeune femme très douce, riche parce qu'elle est la fille d'un businessman, mais elle a toujours voulu son indépendance et en même temps elle ne sait pas dire non à ses parents, etc. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il se marie du jour au lendemain? C'est parce que du coup, Dante est sous un chantage, en gros. Voilà, on le fait chanter pour qu'il se marie avec Viviane, c'est pas très cool, et bon, voilà. En termes de trope, on est sur de la proximité forcée, un mariage arrangé du coup, un Grumpy X Sunshine, et franchement, ça a été une belle découverte, parce que comme d'habitude, j'adore Anna Wang, j'étais très contente de la retrouver ici. Malgré tout, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage, je trouve que Viviane est un peu molle, et Dante m'a un petit peu énervée. Voilà, je vais pas vous en dire plus. C'est juste niveau personnage, j'ai pas trop accroché. Et aussi niveau intrigue, je trouve qu'il y a certains Anna Wang qui ont mieux géré l'intrigue. C'était assez prévisible. Donc c'est pas mon préféré. Après, je lirai quand même la suite de la saga parce que ça reste ma star et que je veux absolument découvrir les autres personnages. Mais en tout cas, c'est pas mon préféré du tout de cette autrice. Ensuite, j'ai enchaîné avec Butcher and Blackbird. Et il s'agit d'une dark rom-com qui est sortie chez Verso il y a pas si longtemps que ça. Et je voulais absolument découvrir la hype parce que côté du coup résumé, on est sur deux serial killers qui vont petit à petit mettre en place un espèce de jeu durant lequel tous les ans ils vont devoir chasser la même personne et essayer de le tuer pour voir qui gagnera, qui est le meilleur des serial killers de serial killers. Voilà en gros pour le pitch. Je voulais absolument le lire parce qu'il y a eu une énorme hype sur le BookTok à son sujet parce que c'est donc une dark rom-com, c'est-à-dire que la romance est très douce, très belle, totalement saine, sauf que le smut est très hard, mais surtout, il y a des scènes extrêmement gore, notamment sur les moments serial killer. Tout le monde en parlait, je voulais absolument le lire, je suis très contente de l'avoir découvert. Je trouve ça extrêmement original. Après, c'est vrai que les scènes gore sont quand même pas super simples à lire. Si vous êtes sensible, abstenez-vous ou lisez au moins les trigger warnings avant, attention. Et voilà, après, pour être très honnête, je suis contente de l'avoir lu. Ça change de d'habitude, donc c'est agréable. Malgré tout, j'ai pas compris la hype non plus parce que je trouve que l'intrigue est pas forcément au rendez-vous, il se passe pas grand chose à part savoir si ils vont finir par être amoureux ou non. Bon, on se pose pas 1000 questions non plus. Donc je ne lirai pas la suite. Je suis contente de l'avoir lu, mais les prochains tomes, j'irai pas les acheter. Ensuite, on enchaîne avec mon coup de cœur du mois et c'est Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber qui est l'autrice de la trilogie Caraval qui est juste là. Et c'est le premier tome d'une seconde trilogie pour le coup qui va parler de Jax. On est sur de la romantésie pour ceux qui ne le savent pas, accessible à partir de 14 ans je dirais. Et dans celui-ci on va donc suivre Jax, le prince de cœur que j'aime d'amour parce que je l'aimais déjà beaucoup dans la trilogie Caraval. Et j'ai adoré le redécouvrir dans celle-ci. Et en fait, pour ce qui est du résumé, il va nouer un pacte avec une jeune femme qui s'appelle Évangéline et dont l'amoureux est apparemment sous un sort qui lui a été jeté, qui fait qu'il n'est plus amoureux d'elle mais qu'il a demandé la main de sa sœur, sa demi-sœur d'ailleurs, attention. Et elle va donc conclure un pacte avec Jax pour lui demander d'annuler le mariage, ou en tout cas de faire que le mariage n'arrive pas, ce qu'il accepte en échange de 3 baisers. 3 baisers pas pour lui, mais pour d'autres personnes, et on sait pas trop quand, et c'est un petit peu bizarre. Et du coup, ce pacte va les amener sur toute une aventure, on va les suivre, et franchement, pour moi, c'est le plus gros slow burn que j'ai jamais lu. C'est-à-dire que, quand je vous dis que c'est slow, c'est que c'est slow. Là, slow. Slow de fou. Mais en même temps, c'est un petit bijou. Et je trouve que les tropes de ce livre, on les voit jamais. C'est un vrai slow burn, c'est pas un faux slow burn, c'est un vrai slow burn. C'est un Sunshine X vilain. Alors vraiment, Jax, il est vilain.
il est méchant. Et pourtant, voilà quoi. Donc, bon, moi je l'aime, mais bon, voilà. Quoi d'autre en termes de tropes? Enfin, en fait, ce livre, je l'ai jamais vu nulle part. Voilà, c'est simple. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, je ne l'ai jamais vu nulle part. Donc, en tout cas, ce premier tome est un énorme coup de cœur. J'ai hâte de pouvoir lire la suite. Moi, je le lis en anglais. Je sais que certaines personnes n'ont pas du tout aimé la traduction. Il est sorti chez De Saxus en français. Les 3 tomes sont sortis. Mais je sais que certaines personnes n'ont pas trop aimé la trad française. Donc, moi, je suis contente de l'avoir lu en VO. Et en tout cas, pour ce qui est de la plume, j'ai préféré la plume de Stéphanie Gerber dans celui-ci que dans Caraval. Personnellement, j'avais trouvé que dans Caraval, c'était très tourné dans le détail. Beaucoup de détails sur le world building. Ici, on ne les a pas. D'ailleurs, aussi, attention, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent commencer cette trilogie avant de lire Caraval. Personnellement, je ne vous le conseillerais pas, dans le sens où la plume est beaucoup plus fluide ici, parce que le world building a été fait dans Caraval. Voilà, donc si vous n'avez pas lu Caraval, vous allez peut-être être perdu avec celui-là, là où si vous lisez celui-ci en premier, Caraval va peut-être vous paraître un petit peu trop brouillon comparé à l'écriture de celui-ci. C'était mon seul petit warning, voilà. Mais sinon, coup de cœur, j'ai trop hâte de savoir la suite. Ensuite, j'ai enchaîné avec le livre que j'attendais le plus sur le mois d'août. Et il s'agit du tome 2 de Troublemaker de Laura Swan, sorti aux éditions BMR. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, le tome 1 avait été un énorme coup de cœur. Pour moi, c'est une des meilleures romances psychologiques que j'ai jamais lues. Et j'attendais ce tome-là avec impatience. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai sorti un vlog challenge 24 heures lecture sur ce tome 2 à la sortie. Je vous invite à aller le voir, il est déjà disponible sur YouTube. Et en tout cas, pour ce qui est du résumé, je vais pas vous faire le résumé de celui-ci. Je peux juste vous dire que du coup, dans le tome 1, on va suivre une jeune femme qui vit des choses pas très cool et qui va se faire cambrioler par un homme, et cet homme-là va pas la tuer alors qu'il aurait dû la tuer, ou en tout cas la mettre en danger, il va pas le faire. Et après plusieurs mois, elle va se rendre compte en arrivant à l'école, à la rentrée, que cet homme est le remplaçant de son prof de maths. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est très cool. Pour ceux qui ont peur que ce soit cringe en termes de age gap, etc., on est sur un prof-élève, mais attention, le age gap est pas si grand, dans le sens où lui a 24 ans et elle en a 18. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui fait peur aux gens en général sur ce livre, donc je tenais juste à le dire. C'est quand même un age gap, c'est quand même jeune, 18 ans, mais bon, voilà, c'est 18-24. Place ça là, après vous en faites ce que vous voulez. En termes d'avis, je sais que ce qu'on reproche souvent à Laura Swan, en tout cas dans Troublemaker, c'est que c'est très lent, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'intrigues, beaucoup de plot twists. Vous le savez sûrement, c'est quelque chose qui me dérange souvent dans les livres. Là, rien que sur la sélection du mois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit. C'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé dans certains livres, et dans celui-ci, c'est le cas, et pourtant ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que le traitement psychologique des personnages me suffit amplement. J'ai pas besoin de plus, en fait, voilà. Et en plus, je trouve que dans le tome 2, il se passe quand même plus de choses que dans le tome 1. Donc, bon, voilà. Ça a été un coup de cœur, en fait, tout comme le tome 1. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui me fait beaucoup ressentir de choses. Notamment sur le tome 1, j'avais déjà trouvé que les trigger warnings me faisaient énormément réagir, là où dans beaucoup d'autres livres de dark romance, je ne réagis pas. Là, ça me faisait quand même un petit quelque chose, donc lisez bien les TW avant de lire ce livre. C'est plus de 18 ans, mais voilà, faites attention à vous. Ensuite, j'ai enchaîné avec A Down of Onyx de Kate Golden aux éditions Olympe, et vraiment, c'est un énorme coup de cœur. C'est le tome 1 d'une trilogie, si je dis pas de bêtises, c'est de la romantasy avec un monde pas très original, on va pas se mentir, et pourtant, j'ai trouvé que l'histoire était plutôt cool, plutôt originale justement, parce que l'héroïne se sent vraiment très fragile, et petit à petit, elle va prendre confiance en elle. Et je trouve que la romance était plutôt cool. Et voilà. En fait, j'ai trop aimé ce livre. Donc pour ce qui est du résumé, on va suivre Arwen, qui est du coup une jeune femme, et son frère part à la guerre, son amoureux part à la guerre, elle doit s'occuper de sa mère qui est malade. Elle a une vie qui est pas très cool, on va pas se mentir. Mais du coup, un jour, elle va se retrouver avec des soldats d'un royaume ennemi dans son village, et pour des raisons que je vais pas vous expliquer, elle se retrouve à devoir les suivre et à devenir du coup prisonnière du royaume ennemi de son peuple. Et bon, voilà, elle est prisonnière, en plus de ça, elle est guérisseuse, donc ce royaume va vouloir qu'elle use de ses pouvoirs pour guérir ses soldats, enfin bref. Vraiment, la situation n'est pas idéale, et dans les geôles de cette prison, elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle va essayer de s'associer pour éventuellement fuir cette prison. Je vais pas vous en dire plus, mais sachez quelque chose, c'est que ce livre m'a choquée, dans le sens où dès les premiers chapitres, il y a des plot twists. C'est très rare, je trouve, que je crois que dès les 3-4 premiers chapitres, il y a des moments où j'étais en mode « Quoi ? Je me suis fait avoir là ?» Mais ça a même pas commencé, quoi. Donc voilà, vraiment sur ça, j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir la suite parce que je trouve que l'intrigue a été très bien construite, et je sens que ça va aller sur justement une guerre de royaume plus complexe que ce qu'on pourrait croire sur la première partie du livre. Et vraiment, ça m'a donné très envie. J'aime beaucoup les personnages,
Et surtout, j'aime beaucoup les personnages secondaires que j'ai trouvés très choux et auxquels je me suis beaucoup attachée. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. En plus, je crois que le tome 2 est déjà sorti en anglais. Donc je pense qu'on aura la traduction d'ici peut-être pas très longtemps. En tout cas, j'espère. Et voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant, hein, parce que lui, dès qu'il sort, le second, je l'achète. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, c'est Doll Bones de la même autrice que Le Prince Cruel, qui est juste là, Holly Black, aux éditions Rajo. En fait, ce livre est sorti il y a longtemps, 2016, si je dis pas de bêtises. Et il a été réédité récemment, du coup, par Rajo en format relié. Le livre est splendide. Vraiment, il est magnifique. Et en fait, je sais pas trop pourquoi j'ai été attirée par ce livre. Sûrement parce que c'est Holly Black et que j'adore Holly Black. Mais pour ce qui est de l'histoire, ça change totalement de ce que je lis d'habitude parce qu'on est sur une petite lecture d'horreur. Il y a moins de 300 pages, c'est sous le POV d'enfants de 12 ans. Enfin vraiment, ça ne ressemble pas à mes lectures et pourtant, j'ai trouvé que c'était une pépite. Pour ce qui est du résumé, on va suivre trois jeunes enfants, trois jeunes amis qui adorent jouer aux poupées, qui adorent faire des jeux de rôle, qui se sont inventés une espèce de royaume, vraiment une vraie histoire. Et en fait, un jour, il y a un des trois enfants qui va décider d'arrêter de jouer, pour des raisons que je ne vous dirai pas parce que je ne veux pas vous spoil. Et en fait, à partir de ce moment-là, il va y avoir la poupée qui est censée être la reine de leur royaume, qui va s'éveiller et les emmener sur une quête. Voilà, je vous en dis pas plus. Tout ça amènera à quelque chose d'un peu horrifique, un peu sombre, etc. Et bah moi j'ai adoré. Franchement, en termes d'histoire, j'ai trouvé ça très beau. Le POV est sous les POV des enfants. Donc on est vraiment avec une écriture, une plume qui est très naïve, qui est très simple. Et en même temps, du coup, c'est vraiment très rafraîchissant. Ça change. Et pour le côté horrifique, attention, moi personnellement, je déteste les films d'horreur. Je déteste tout ce qui fait peur. J'aime pas, j'accroche pas. Mais par contre, là, c'était vraiment horreur poétique. C'est pas horreur qui fait peur, qui fait trembler. C'est vraiment horreur beau. C'est doux, c'est bien écrit. En même temps, c'est Holly Black, donc bon, la queen. Mais voilà, donc je vous le conseille, notamment pour Halloween, là, avec la saison des plaids, on en parlait tout à l'heure. La saison des plaids et des chocolats chauds, je vous le conseille. Donc voilà pour les romans, et maintenant on peut passer aux webtoons, parce que du coup, j'ai commencé à lire des webtoons. Oui, oui, je pensais pas que ça arriverait un jour. Si je peux vous le dire en étant tout à fait honnête, mais apparemment, voilà, le mois d'août 2024 aura été le mois du changement. Et j'ai acheté plusieurs webtoons que je vous montrerai sûrement dans une vidéo que je vais faire bientôt, peut-être Mappal, mise à jour de Mappal, parce que j'aimerais bien vous présenter toute Mappal déjà. Et voilà, mais du coup, là pour l'instant, je vais vous montrer que ceux que j'ai lus, j'en ai lu que 2. Donc vous allez me dire, bon, fais pas ta spécialiste des webtoons, t'y connais rien. Et c'est totalement vrai, parce que jusqu'à la semaine dernière, je ne savais même pas que ça s'appelait un webtoon et je ne savais même pas ce qu'était un manhwa. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un webtoon adapté en format livre coréen. Voilà. J'ai peur de dire une bêtise du coup, mais je crois que non. Et ça se lit dans le même sens qu'en français et les images sont en couleur. Voilà, j'espère que j'ai bien retenu ma leçon, sinon je vais me faire engueuler par certains d'entre vous qui m'ont justement fait cette leçon. Mais bon. Et pour ce qui est des livres, le premier c'est Mariage interdit. Je vais peut-être vous mettre des petites vidéos, des images. Et du coup, le tout premier, c'est Mariage interdit, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est très beau. Déjà, les images sont magnifiques. Je sais pas si je peux vous montrer, j'ai trop peur à chaque fois de faire des bêtises quand je fais ça, mais voilà. Vraiment, les images, elles sont très très belles. C'est très doux, très beau. Et en même temps, c'est pourtant très très drôle. Voilà, je pensais pas que c'était si drôle les webtoons, mais j'ai beaucoup ri. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'est très mignon. J'ai hâte d'avoir la suite. Et je vous ai même pas fait le résumé, d'ailleurs, je perds un peu la boule. Mais en gros, on est donc en Corée, et il y a un décret royal qui a été lancé il y a 7 ans, si je dis pas de bêtises, qui dit que le mariage est interdit, que l'amour est interdit. Tout ça parce que le roi a perdu sa dulcinée avec laquelle il était fiancé. Apparemment, ce serait plutôt à cause d'un suicide, mais lui pense que c'était un assassinat, et en fait, comme lui ne peut pas être heureux, il a décidé que personne ne pouvait l'être. Et dans ce monde-ci, où l'amour est interdit, on va suivre une jeune femme qui se fait passer pour, vous savez, les femmes qui font des mariages, et en fait, elle va faire comme si elle avait des visions, et que certaines personnes devaient absolument se marier, etc., pour gagner un petit peu d'argent. C'est un larcin, à la base. Et en fait, cette jeune femme va se faire arrêter par la garde royale, et pour essayer un petit peu de sauver ses fesses, elle va faire croire au roi qu'elle entend la voix de Feu, sa fiancée, et qu'elle arrive à l'incarner. Tout ça pour essayer de sauver un peu ses miches et habiter avec lui au palais. Donc voilà, mais c'est très très marrant, c'est très doux, c'est poétique, les images sont magnifiques. Vraiment, moi je vous le conseille, j'ai trop hâte que le tome 2 sorte. Je ne sais pas quand il sort, mais je peux vous dire que lui, quand il sort, je l'achète direct. Et du coup, le second livre que j'ai acheté, c'est Father, I Don't Want This Marriage. M'en voulez pas pour l'accent, je fais de mon mieux. J'ai aussi beaucoup aimé, même si j'ai eu plus de mal à rentrer dans l'histoire parce que j'ai moins bien compris.
Je trouve ça moins clair quand même dans celui-ci. Et en gros, pour vous expliquer, on va suivre une jeune femme qui aimait beaucoup lire des romans et en fait un jour elle va décéder et elle va se réincarner dans le corps de la vilaine du roman qu'elle lisait. Et du coup, elle va faire de son mieux pour ne pas mourir comme justement la vilaine dans son roman, parce que la vilaine fait plein de bêtises dans son roman, la méchante. Et toutes les bêtises et les méchancetés qu'elle va faire dans le roman font qu'à la fin elle décède. Et du coup, la jeune femme qui se réincarne donc dans ce personnage va tout faire pour revenir en arrière sur l'ensemble des méchancetés qu'a fait le personnage du roman pour ne pas décéder elle aussi. Et je trouve que l'histoire est ultra bien amenée, je trouve ça très marrant. D'ailleurs, ça m'a un petit peu rappelé Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey, qui est un peu dans ce même truc d'une femme qui meurt et qui se retrouve dans un autre royaume. J'ai un peu retrouvé ça et vraiment j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, les images sont magnifiques, je vais essayer de vous montrer aussi. Je rêverais, les amis, je rêverais de dessiner comme ça. Je trouve ça magnifique. Et c'est aussi très drôle, hein. J'ai aussi beaucoup ri pour celui-là. Les deux, je les ai chacun lus en une soirée. Parce que, en fait, c'est des choses qui se dévorent. Et sur celui-ci, je crois qu'il y a encore 2 tomes qui sont sortis. Ou 1 tome. Et pareil, en fait, j'attends la suite. Par contre, ce que je trouve très cool avec les webtoons, et je trouve qu'on devrait avoir ça aussi sur les sagas, c'est qu'il y a écrit le nombre de tomes. Je sais pas si vous allez voir. Il y a écrit série en 8 tomes. Donc là, je sais que j'ai lu le tome 1, je sais que le tome 2 est sorti, et je sais qu'après, il m'en reste 6. Et là... Ah non, bah sur celui-là, c'est pas le cas. Sur d'autres que j'ai achetés, il y a aussi écrit. Mais sur celui-là, c'est pas écrit. Bon, sur celui-là, c'est pas écrit. Donc je vous dis des bêtises. Mais je trouve ça ultra bien de savoir à l'avance combien de tomes il va y avoir. Parce que financièrement, c'est chaud. Et puis comme ça permet de savoir si tout est sorti. Tu veux venir faire un coucou, toi? Mon chat qui passe depuis tout à l'heure. Bah alors, tu dis bonjour? Coucou. Donc voilà pour ce qui est des 2 webtoons. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve de toute façon le mois prochain pour le bilan du mois de septembre, du coup. Je sais pas si j'aurai le temps de lire autant, mais je vais faire de mon mieux, promis. Et si vous avez lu certains des livres et que vous voulez venir en parler en commentaire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ou venir m'en parler sur d'autres réseaux. Je suis aussi sur Instagram et sur TikTok. Et puis on se retrouve sûrement le week-end prochain avec une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.